Bah, plutôt bien. Le soleil, les vacances, la montagne, la Parfait, Suisse, parfait. surtout la Suisse. On est là aujourd'hui pour parler un petit peu du TNS, donc du training neurosensoriel, une méthode que tu as créée. Il s'agit en fait de la version moderne de la méthode Cartan. Alors, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai découvert la méthode Cartan il y a déjà plus de 30 ans pour mon propre bien-être. Et c'est une méthode qui tout de suite a apporté ses fruits. J'ai eu des résultats assez étonnants rapidement. Ça m'a donné l'envie de me former puisque c'était une époque où je voulais changer d'orientation. Et donc j'ai rencontré Marguerite Cartan qui m'a pris en formation. J'ai fait cette formation, je me suis rapidement installé. J'ai ouvert un cabinet dans le sud de Paris, à Verrières-le-Buisson, puis un autre à Paris dans le 6e. Et pendant 20 ans, j'ai pratiqué la méthode Cartan. Et j'ai eu évidemment beaucoup de résultats, comme je les attendais, mais surtout, j'ai eu l'envie d'aller plus loin, puisque je me suis aperçu qu'il y avait quand même certains freins qui ne pouvaient pas être levés par la méthode. Par rapport au nombre de personnes que j'avais en rééducation, j'ai eu des idées d'évolution qui ont amené à ce que j'appelle aujourd'hui le training neurosensoriel, donc qui n'est pas une modification de la méthode Cartan, comme on voit souvent, une transformation, mais simplement une évolution dans les procédures de rééducation, une amélioration du matériel et puis des nouvelles idées aussi. Et d'ailleurs, on est en train d'en développer qui vont être assez novatrices. Voilà, donc c'est un prolongement naturel pour pas qu'une technique reste figée, hein, comme Cartan avait fait évoluer le diploscope de Rémy et d'Ambrouster, puisqu'il n'est pas à l'origine du diploscope. Voilà, c'est un peu le parcours que j'ai suivi. Du coup, tu nous as parlé de diploscope. Est-ce que tu peux nous dire un petit Ouais, alors plus le diploscope, c'est un appareil d'optique qui a été créé par un savant qui s'appelait Rémy au début du XXe siècle pour dépister les simulateurs au service militaire. C'est un appareil assez rudimentaire et cet appareil il a été perfectionné par un médecin qui s'appelle Ambrouster en 1908. Et Ambrouster était capable de complètement rééduquer les strabismes, notamment chez les enfants, puisqu'on ne retrouvait pas trace du strabisme après visite chez l'ophtalmo. Et puis Georges Cartan a récupéré le diploscope d'Ambrouster qui avait déjà évolué pour le faire évoluer encore, mais Cartan c'était dans une optique de rééducation des centres nerveux de la base du cerveau via les mouvements oculomoteurs. Il n'est pas resté juste dans une optique de rééducation du strabisme comme faisait Ambrouster. Il a été beaucoup plus loin puisque il a démontré qu'en rééduquant la totalité des mouvements oculomoteurs, il y en a 6000 chez l'homme, et bien on avait arrivé à rééduquer l'ensemble du mésendiencéphale, c'est-à-dire des centres régulateurs de la base du cerveau, qui sont au nombre de 21. Il y a 19 centres pairs à la base du cerveau et 2 centres impairs qui sont l'hypothalamus et l'hypophyse. pour que ce soit clair pour tout le monde, en quoi le TNS se distingue d'autres méthodes pour réguler le système nerveux comme À ma connaissance, il n'y a pas d'autres méthodes qui rééduquent vraiment le système nerveux, c'est-à-dire qu'ils sont capables de mesurer les erreurs de transmission nerveuse entre les circuits neuronaux, ce qui correspond à ce qu'on appelle le trouble fonctionnel nerveux. Hein. C'est vraiment quelque chose de physiologique, mais qui ne va pas se détecter avec les outils de la médecine classique. Si vous faites une IRM, un scanner, une radio, on va voir si vous avez une dégénérescence, une malformation, une lésion, mais on ne verra pas le fonctionnel. Le fonctionnel, c'est une erreur de transmission de direction entre des circuits neuronaux qui sont sains et bien conformés. Donc il y a une réalité neurophysiologique, mais qui n'est pas détectable avec les outils classiques. L'intérêt du TNS, c'est qu'on peut détecter ça de manière objective. On appelle ça d'ailleurs un bilan neurobiométrique, c'est une mesure de l'erreur biologique, et le corriger. Donc il y a une réalité neurophysiologique, ce n'est pas quelque chose de psychologique, c'est quelque chose de neurophysiologique que nous, on peut démontrer. Et je ne connais pas d'autres méthodes qui mettent ça en évidence de manière reproductible et qui agissent ensuite sur la reconnexion neuronale. Peut-être qu'il y en a au fin fond de l'Inde, dans une grotte, j'en sais rien, mais j'en ai jamais rencontré. Donc là, le TNS, il se positionne vraiment dans un espace où il n'y a rien, puisqu'on traite beaucoup les troubles dits psy, qui souvent ne sont pas psy, sont plus des troubles à expression psychologique que des troubles psychologiques, ou la maladie. Mal d'ailleurs, voilà, mais entre les deux, dans le fonctionnel qui correspond à 60% de la demande médicale, il n'y a rien du tout. Voilà, c'est là où le TNS se positionne. D'accord, parce que finalement, il existe quand même d'autres méthodes. Par exemple, rien que le yoga, la méditation, c'est quand même Oui, des méthodes qui permettent, dans un sens, de réguler le système alors nerveux. moi, je peux parler de ça puisque je pratique la méditation depuis plus de 25 ans. J'ai fait beaucoup de voyages en Inde, donc c'est quelque chose que je pratique régulièrement et je pense pratiquer une technique de méditation qui est quand même extrêmement puissante. Et ça va travailler sur un autre plan. Ça ne va pas remettre les neurones physiquement en place. Donc ça va permettre
d'avoir moins de symptômes, d'être sur un plan qui va contrôler le système nerveux, mais ça ne va pas directement reconnecter le système nerveux. Donc c'est quelque chose de très complémentaire qui peut faire qu'une personne qui a un gros dérèglement fonctionnel, bah, elle va vivre beaucoup mieux avec, parce il va avoir un contrôle supérieur. Mais en soi, ça va pas. C'est comme soulever des haltères. Si on médite en pensant qu'on a des gros muscles, on en aura un peu plus que si on fait rien. Mais si on soulève des poids, on en aura beaucoup plus. Donc c'est un peu l'esprit du TNS, c'est qu'on va avoir une action physique sur des mécanismes qui sont physiques. Mais par contre, la méditation a un outil complémentaire qui s'emboîte très très bien avec ça. C'est ça. Ouais. J'avais une patiente justement qui était prof de yoga et qui me disait, en fait, avec le yoga, ben, j'apprends à réguler mon système nerveux avec des respirations, etc. Donc ça m'aide à me calmer, mais en fait, c'est un peu en dents de scie. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose dans ma vie, ça repart, c'est compliqué. Pour réatteindre ce niveau de bien-être, je dois refaire beaucoup de méditation, etc. Alors que depuis qu'elle a fait la rééducation, ben, elle dit, en fait, je suis là tout le temps. Et en fait, le yoga, la méditation me permet d'accéder encore à un stade en fait, quand on a un système nerveux qui est solide, ça fait déjà des fondations qui permettent de méditer plus facilement et donc d'intégrer des niveaux d'ordre supérieur plus facilement. Si toute cette mécanique nerveuse elle est complètement en vrac, bah, c'est difficile de se centrer. Donc ça permet vraiment de donner un outil qui permet d'aller plus loin après. Pourquoi, selon toi, notre époque, elle met autant de pression sur le système nerveux? Je ne sais pas si elle met de la pression sur le système nerveux, elle met de la pression sur tout, d'ailleurs, sur le mental, sur le système nerveux. C'est difficile de répondre à cette question. Je pense que la première chose, c'est qu'on a perdu le sens du sacré, du spirituel, notamment dans les civilisations occidentales. Et quand je dis le sens du sacré, du spirituel, c'est pas du religieux, hein, pas du religieux dogmatique qui fait autant de dégâts que le reste. Et ça, c'est quand même notre essence et le fait qu'on n'ait pas d'aspiration supérieure bah, fait que ça rend des gens très égoïstes, centrés sur eux, et plus on est centré sur soi, plus on augmente nos problèmes, parce qu'on n'a pas de quelque chose qui nous transcende, qui va au-dessus de nous. Voilà, donc ça c'est la première raison. Après, il y a les pollutions. La première dont on parle jamais, c'est la pollution électromagnétique, parce qu'on se prend des ondes qui sont des ondes. Alors, il y a à la fois les ondes basse fréquence, ça c'est depuis longtemps, comme le 220 volts, dont la plupart du temps on n'a pas de symptômes, mais c'est quand même très toxique. Il y a beaucoup de cancers qui sont liés à ça. Donc par exemple le Wi-Fi, toutes ces choses-là. Non, ça c'est les hautes fréquences, c'est ce qui est apparu après. Ouais, okay. Les basses fréquences, c'est le courant. On dort avec la prise sur la tête, on a un gros champ magnétique dans la tronche qui diminue vite en intensité. Je crois qu'au bout de 2-3 mètres, on l'a plus, mais en attendant, nos prises de courant, elles sont derrière la tête. Voilà. Il y a tout ça, et puis surtout maintenant les hautes fréquences, comme le Wi-Fi, le Bluetooth, le portable. On sait très bien que si on téléphone 10 minutes au portable, si on fait des mesures avec un microscope sur le sang vivant, on va voir tous les globules rouges qui sont agglutinés les uns contre les autres. Donc c'est pas très cool, quoi. Et donc ça, c'est un facteur de beaucoup de problèmes. Et notamment, Georges Cartan parlait des pollutions électromagnétiques en 1958 dans un ouvrage qui s'appelle Le complexe somatopsychique. Et il y avait une chaîne en noir et blanc et la TSF, hein, donc pas grand-chose. Et il parlait déjà des effets qu'il voyait chez les jeunes enfants et chez les personnes âgées. Et il partageait ça d'ailleurs avec des amis psychiatres aux États-Unis. Donc c'est déjà ancien et c'était pas le désastre de maintenant. Donc ça, c'est un autre facteur. Il y a ce qu'on mange. Il y a ce qu'on boit. Voilà, c'est très dur de trouver de la nourriture de qualité, même s'il y a des prises de conscience. Et il y a ce qu'on respire, ouais, puis il y a ce qu'on pense. Et c'est un ensemble de facteurs, quoi. Et est-ce qu'il y a une composante aussi finalement génétique? Est-ce qu'on est avec un dérèglement? Bah, la génétique, c'est toujours un peu, c'est un peu le truc pour les ignares, c'est-à-dire quand un médecin ne sait pas ce que c'est, vous dit c'est génétique, ça m'a toujours fait rigoler. La génétique, c'est un patrimoine où c'est comme des interrupteurs, on a des fragilités, puis si on est dans un environnement porteur, l'interrupteur il va s'allumer, puis on va développer la pathologie, mais on peut faire aussi en sorte que l'environnement ne permette pas d'allumer l'interrupteur, quoi. Donc c'est un peu facile de toujours se reporter sur le génétique. Par exemple, dans le cancer, on parle beaucoup de génétique depuis des dizaines d'années, mais maintenant on y revient et la plupart des gens qui sont à la pointe, ils vont vous dire que le cancer c'est quelque chose de métabolique dans la plupart des cas et pas génétique, c'est génétique dans 3% des cas.
Donc, D'accord. c'est sûr qu'on a des fragilités génétiques, et on a des fragilités héréditaires, c'est pas la même chose. L'hérédité, ce sont des réflexes conditionnés qui vont devenir innés, qui se transmettent de génération en génération. Comme par exemple, si des gamins ils se tiennent tordus à table depuis 4 générations, bah, le dernier qui naît, il est déjà tordu quand il commence à manger, mais ça peut se corriger. Voilà. Donc, dans le dérèglement nerveux, on peut parler d'hérédité. C'est-à-dire, on peut avoir une fragilité héréditaire qui fait qu'entre 0 et 7 ans, notre système nerveux il va se dérégler parce qu'on a une naissance difficile et on a cette fragilité héréditaire, mais on peut le corriger. Voilà. On ne va pas corriger la couleur des yeux, par contre, enfin, jusqu'à présent. Effectivement. Ouais. Et puis du coup, ouais, l'épigénétique, c'est un terme qu'on entend beaucoup actuellement. Ouais, c'est donc c'est ce que je disais, c'est comment notre système, comment notre génétique, elle va s'exprimer par rapport à l'environnement. Voilà. Donc, si l'environnement il est super pourri, il y a plus de chances que nos fragilités génétiques s'expriment. Voilà. Puis ça peut être aussi au niveau psychologique finalement, hein. J'imagine les angoisses, les Oui, traumatismes des oui. ancêtres, etc. Oui, la génétique et l'hérédité, on va aussi récupérer les traumatismes des ancêtres, les tendances des ancêtres, et puis avant des ancêtres, et puis des crocodiles, et puis encore d'avant. Ouais, c'est pour ça qu'il y a toujours une cause à une cause. C'est difficile d'aller chercher la cause, parce qu'il y a toujours une cause à une cause. Donc, voilà, c'est ce que j'aime aussi dans le TNS, c'est que on a une cause précise qui est un dérèglement fonctionnel qu'on peut mesurer, on peut revenir à l'équilibre. Après, ça ne veut pas dire qu'on a tout fait parce qu'on n'est pas qu'un système nerveux. Mais j'aime bien la capacité à pouvoir agir sans avoir à se dire voilà, il s'est passé ça, alors donc c'est à cause de ça. Mais s'il s'est passé ça, qu'est-ce qu'il y avait avant? Après, on n'en finit plus et on se fait des nœuds au cerveau. Et puis du coup, sur un plan plus personnel, toi, ton expérience avec le TNS, est-ce que tu as fait du coup la rééducation, j'imagine? Moi, donc, c'était la méthode Cartan au départ. J'ai donc connu ça par le parrain de mon fils qui était à Genève à l'époque, et j'ai fait un bilan avec un des tout premiers élèves formés avant moi. Et ensuite, j'ai suivi quelques séances sur Paris. Bon, je ne vais pas trop parler de ça, mais sur des appareils qui étaient assez pourris et avec des personnes qui étaient moyennement compétentes. Je ne donnerai pas de nom. Mais malgré ça, j'ai quand même eu des super effets, ce qui m'a donné l'envie de contacter Marguerite Cartan. Et puis, c'est au moment où elle formait des nouveaux élèves. Elle n'en formait pas beaucoup. Et elle m'a accepté à ce moment-là. Et c'est parti comme ça. Donc, Marguerite Cartan, qui est donc la la fille de fille Georges de Cartan. Georges Cartan. Voilà. Et quand donc, tu parles d'effets sur toi, alors? moi, j'ai tout de suite eu des effets sur la tranquillité intérieure, sur le plan émotionnel. Voilà. Parce que quand j'ai découvert la méthode, c'était suite à un vaccin de l'hépatite B qui m'avait un peu foutu en vrac, parce qu'à l'époque, je n'étais pas un spécialiste de la santé, hein, j'étais jeune. Et ça m'avait vraiment foutu par terre. J'étais pas dépressif, parce que j'ai pas une nature dépressive, mais ça m'avait rendu très anxieux. Et c'est comme ça que je me suis dirigé pour essayer de trouver quelque chose et que j'ai découvert la méthode. Et ça m'a tout de suite posé sur le plan émotionnel. Puis au-delà du plan émotionnel, il y avait autre chose? J'avais beaucoup d'allergies. Les allergies ont bien diminué, mais je peux aussi corréler cet arrêt des allergies à des voyages en Inde et à des séminaires de méditation où là, je ne suis plus du tout allergique en fait. J'étais allergique à plein de choses, au pollen, j'ai absolument plus. Génial. Ouais. C'est vrai qu'on en parle peu avec le TNS finalement, mais que ça a Mais un ça gros agit sur impact. beaucoup d'allergies. Moi, j'ai eu un patient qui était allergique à l'eau, ce qui est quand même emmerdant. Hein. Un jeune, hein, et ça a bien, il était sous Zyrtex en permanence et ça a bien marché avec lui. Mais les allergies, ça peut être multifactoriel, mais en tout cas, la méthode va agir quand même dans beaucoup de cas. Ou en tout cas, améliorer dans beaucoup de cas. Donc le TNS, il agit en profondeur, mais est-ce que tu penses qu'au-delà de résoudre des problèmes, il peut aussi accroître des capacités? Est-ce que tu as des exemples? Oui, notamment dans le domaine du sport et dans le domaine de l'art, puisque moi, j'ai eu pas mal de sportifs de haut niveau. Beaucoup de musiciens, j'ai eu beaucoup de violonistes. Je ne sais pas pourquoi des violonistes. Ça doit être je pense que c'est un instrument qui augmente les difficultés psychologiques parce que c'est très difficile. Et j'ai eu donc beaucoup de violonistes femmes et de très très haut niveau, l'orchestre de Radio France. Donc pareil, je ne vais pas donner de nom, mais ça a donné de très bons résultats. Et j'ai eu quelques sportifs de haut niveau, dont Vincent, qui était meilleur gardien de la D2 au Paris Football Club pendant des années, et qui a fait très peu de séances, mais qui a eu tout de suite des résultats spectaculaires. J'ai eu un jeune pilote, qui aussi, sur le plan émotionnel, a eu des effets très, très intéressants. Donc ça va évidemment marcher sur des troubles fonctionnels, mais comme on a un bon système nerveux, que le système nerveux, c'est l'interface avec l'environnement qui va traiter toutes les informations, qui va les dispatcher, qui va nous permettre d'agir, forcément, on va être
plus efficace au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau de la récupération, au niveau de la coordination, au niveau de la prise d'information. Donc, il va y avoir évidemment des effets qui ne sont pas que de faire disparaître un trouble ou d'éviter d'en développer un. Bah, d'ailleurs, on a beaucoup de personnes au cabinet qui viennent pour un problème précis, l'angoisse, Mmh. l'anxiété, les phobies. Et en fait, finalement, après coup, peu de temps après, nous disent, mais en fait, ça touche Ouais, à bah plein d'autres c'est choses qu'ils ne sûr. suspectaient même pas, en fait, que ça n'allait pas. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que les méthodes efficaces sont des méthodes qui sont des méthodes synthétiques qui vont prendre l'ensemble de l'organisme. Il y a une méthode qui est extraordinaire, qui est malheureusement, on ne trouve quasiment plus de gens formés à cette méthode correctement, qui s'appelle la méthode Mézières, qui est une méthode de kinésithérapie qui permet, en regardant là où il y a des tensions au niveau des muscles et en faisant des étirements spécifiques au sol, de remettre toute la chaîne musculaire en place. Et on peut prendre quelqu'un qui est bossu et on le remet droit. Hein, la personne fait ça à l'heure actuelle. La méthode Mézières, c'est extraordinaire. Ben, le TNS, c'est la même chose. On ne va pas dire, tiens, on a le système neurovégétatif qui est déréglé, il y a le para qui est déréglé, on va essayer de remettre le para en place. Mais oui, mais le para, il est dépendant du système nerveux, puisqu'il est commandé par le système nerveux. Donc nous, en rééduquant les centres régulateurs de la base qui commandent la vie psychique, la vie végétative, la vie sensorielle, on va prendre tout d'un bloc. C'est une globalité. Voilà, c'est une globalité. Donc, c'est pas comme en médecine où vous avez un problème au cœur, alors vous allez voir le cardiologue, après vous avez le rythmologue, vous avez le je sais pas quoologue, et puis en fait tout est séparé en petits morceaux et on voit jamais l'unité parce que chacun s'occupe de son petit truc, et puis finalement on n'arrive à rien, quoi. Donc, est-ce que tu as un exemple assez marquant, frappant, en tout cas pour toi, d'une personne qui a fait la rééducation? oui, j'en ai plein, mais un qui m'avait marqué vraiment, c'était un commandant de l'armée de l'air qui est venu me voir à Verrières-le-Buisson, donc à mon centre de Verrières, ça fait déjà pas mal d'années, parce qu'il avait fait une chute, alors je ne sais plus si c'est de parapente ou de parachute, son truc s'est mis en torche à 40 mètres, bing, il s'est retrouvé paraplégique. Donc 6 mois sur une planche, 3 ans de rééducation, au bout de 3 ans, il a dit monsieur, on peut pas aller plus loin. Et quand il est venu me voir, il marchait avec une canne et avec une jambe raide, hein, qui est une jambe morte, quoi. Au bout de 3 mois, plus de canne, il gambadait comme un lapin. Il m'a dit, et puis il y a tout qui en marche. Hein. Alors je sais pas ce qu'il entendait partout, mais en tout cas, il y avait plein de trucs qui faisaient plus marcher et tout remarchait. Et il a fait que, je sais pas, il n'a même pas fait la moitié de la méthode parce qu'il a été muté à Tours. Et je l'ai jamais revu, en fait. J'ai jamais eu de nouvelles, donc je pense qu'il a dû garder les effets. Et ça, on pouvait pas forcément s'y attendre parce que la moelle épinière, c'est la moelle épinière. Après, je pense qu'il y a dû y avoir des compressions sans lésion qui ont fait que quand on a travaillé le système nerveux central, ça a agi sur le système nerveux périphérique. Il y a des choses qui se sont réveillées. Et puis voilà. Ouais, c'est assez dingue. Donc ça, c'est presque plus sur un plan du coup physique. Est-ce que tu as aussi un exemple qui t'a marqué sur un plan plus psychologique? Bah, j'ai un petit garçon qui avait un TDAH, je crois qu'il avait 8-9 ans. Et quand il est arrivé, carrément sur le fauteuil, il sautait, quoi. Il était sur Ritaline en plus. Et donc, je lui avais fait faire une première séance sur l'appareil préparatoire, où on a des images en mouvement. C'est plus simple pour un gamin que d'être sur une image fixe. C'est ça, parce qu'on a plusieurs appareils. Et ça fait travailler le système nerveux en souplesse et de manière plus ludique. Et donc, sa mère est obligée de le tenir parce qu'il sautait sur l'appareil. Et je crois qu'au bout de 3-4 séances, il venait tout seul, nickel, plus de Ritaline. Alors là, ça a été vraiment super spectaculaire. Je dis pas que ça va faire ça avec chaque gamin qui a un TDAH parce que chaque personne est différente, mais lui, ça va être super spectaculaire. Voilà. Est-ce que tu vois justement plus chez les jeunes une évolution rapide? En général, chez les jeunes, ça va plus vite. Ils ont en général souvent des blocages au départ et dès que ça se débloque, après, ça va plus vite. Mais c'est pas vrai chez tous. Puisque mes rééducations les plus longues, ça a été 3 jeunes qui avaient 10-12 ans. Ils ont dû mettre 10 ans à faire la méthode ou 12 ans. Bon, il y en a 2 qui ont fait des grosses pauses. Hein, mais les résultats, ils ont été énormes parce qu'ils partaient de très, très, très loin. Il y en avait un notamment qu'on classifiait autiste et qui n'était pas du tout, et qui a fait des études d'ingénieur électronique. Voilà. Donc ça, c'était des jeunes pourtant. Voilà. Sinon, en termes psychologiques, j'ai surtout eu des effets incroyables sur tout ce qui est agoraphobie, claustrophobie, parce que j'en ai eu beaucoup. Notamment, je me souviens, le premier que j'ai eu, qui s'appelait Claude, c'était donc à... d'ailleurs 30 ans, donc je ne sais même pas s'il est encore vivant, le pauvre, il avait déjà 65 ans à l'époque. Et lui, ça faisait depuis l'âge de 17 ans qu'il ne pouvait pas sortir de chez lui sans être accompagné, à plus de 100 mètres. L'âge de 17 ans. Au bout de 3 mois,
il m'a dit, putain, il venait en voiture, il m'a dit j'attends encore 3 mois et je viens à pied de Saint-Cyr-l'École. Alors Saint-Cyr-l'École, c'est quand même en bagnole à 40 minutes c'est près de Versailles, Ah de mon ouais. cabinet de Verrières. Alors, je ne sais pas s'il l'a fait, je sais qu'il a fait quasiment toute la méthode. Il lui restait à finir certains tests en vision de loin et il m'a dit à la fin, du coup, j'ai pu divorcer, je m'en vais en province et on lui a loué un appareil. À l'époque, on ne louait pas de machine parce que c'était pas simple. Et je l'ai suivi pour finir la méthode à distance. Voilà. J'ai aussi eu une jeune femme qui ne pouvait plus changer de pièce sans être accompagnée par son frère. Changer de pièce chez Ah elle. ouais, chez Hein. elle. Ouais. Mm. Et elle a fait très peu de séances, mais ça l'a déjà débloqué. Puis après, je ne l'ai pas revu, mais ça l'avait déjà débloqué rapidement. Donc, tu as souvent des résultats finalement assez rapides. Pour tout ce qui est toutes les phobies type agoraphobie, claustrophobie, crise de panique, c'est très facile. Parce que c'est contrairement à ce qui est noté dans le DSM, c'est pas un trouble mental, c'est un trouble neurovégétatif. Et donc, ça va relativement vite et les résultats, ils sont quasiment toujours certains. C'est quoi la différence finalement entre mental et neurovégétatif? Bah, ça veut dire qu'un trouble neurovégétatif, ça va. Un trouble neurovégétatif, quand je parle de trouble neurovégétatif, c'est l'équilibre qu'il y a entre le système sympathique et parasympathique. Et lorsqu'on a un trouble neurovégétatif, il peut y avoir après ce qu'on appelle un trouble à expression psychique, c'est-à-dire le dérèglement végétatif peut amener des troubles à expression psychique. C'est-à-dire quand le système vagal se met en roue libre, ben, on peut avoir des montées de stress ou des crises de panique assez importantes. On pourra parler du mécanisme, comment ça se passe réellement. Et ce qui fait qu'on va avoir des troubles que l'on classifie de psychiques parce que la personne ne peut plus traverser une route, elle ne peut pas aller dans un grand magasin, mais l'origine, elle n'est pas psychologique. C'est pas comme un véritable trouble mental qu'on a dans les psychoses, par exemple. Et la plupart des troubles qui sont classés psychiques ou même mentaux, souvent sont des troubles fonctionnels où on a une expression mentale et psychologique, mais à l'origine, c'est pas le trouble, c'est pas un trouble psychologique. Okay. Voilà. Une schizophrénie, c'est complètement différent. D'ailleurs, on ne va pas, nous, traiter une schizophrénie avec le TNS. On peut calmer un schizophrène parce qu'il peut avoir des troubles fonctionnels, on peut diminuer son anxiété, mais on ne va pas guérir la maladie. Et puis, donc tu nous parles du système sympathique, parasympathique, tu en as parlé plusieurs fois d'ailleurs. Si tu devais l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît absolument pas donc ces deux systèmes-là. Ou alors, pour faire simple, on a un accélérateur et un frein dans le corps. Le sympathique accélère les fonctions du corps et le para les ralentit. Par exemple, le cœur, quand il va monter en fréquence, bah, c'est le sympathique. Quand il va ralentir parce qu'on fait de la méditation, c'est le para. Si on a la pupille qui se dilate dans l'ombre pour voir clair après une vingtaine de minutes, bah, c'est le système sympathique, on appelle ça la mydriase. Et si elle se constricte, c'est le para, on appelle ça le myosis. Voilà, et parce que c'est le système para et sympathique qui gère l'accommodation visuelle. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des gens qui voient flou souvent dans la journée et l'ophtalmo ne trouve rien parce que c'est végétatif. Et donc ça, c'est signe d'un dérèglement neurovégétatif. D'ailleurs, effectivement, on a eu beaucoup de cas de personnes qui avaient même des myopies, etc., qui se sont vues... Alors tout ce qui va être myopie, qui arrive à l'âge adulte, tout problème de vue qui arrive à l'âge adulte, sont souvent des troubles qui sont liés à un dérèglement nerveux qui fait qu'il y a des spasmes au niveau des muscles oculomoteurs. Par exemple, la myopie d'accommodation qui arrive à l'âge adulte, ça va se corriger. Quand ça se présente dans l'enfance, c'est plus difficile parce que souvent il y a une déformation du globe oculaire et à un moment donné, quand le globe oculaire est déformé, on ne va pas le remettre en place comme ça. Après, il y a d'autres techniques qui peuvent aider beaucoup. On pourra en reparler dans d'autres podcasts. Mais la méthode ne suffira pas dans ce cas-là. Mais j'ai plein de gens qui ont eu des améliorations sur la vue, même des trucs incroyables, des personnes âgées qui tout d'un coup me disent « Ah, je sors et j'ai dû enlever mes lunettes parce que je voyais beaucoup mieux. » Ouais, des fois, il se passe des trucs assez étonnants. Donc, depuis le tout début, tu arrives à estimer à peu près combien de personnes Ouais, à la louche, parce que... tu as aidé. En plus, quand j'ai commencé en 95, il n'y avait pas l'outil informatique. Et moi, j'ai très longtemps travaillé avec des fiches. Jusqu'à il y a déjà 4-5 ans, j'avais encore des fiches de suivi cartonnées. Là, j'en ai eu marre au bout d'un moment parce que j'avais des placards remplis de fiches et puis je les balance, donc je n'ai pas gardé d'historique. Mais grosso modo, si je me base au nombre de bilans que je fais par an, je pense que depuis 95, j'ai dû au moins suivre entre 8 et 10 000 personnes. Ah ouais. Donc, c'est quand même pas trop mal. Ouais, effectivement. En sachant que les gens les gardent longtemps. Voilà, je suppose qu'un psychologue qui aurait travaillé aussi longtemps que moi, qui prend les gens une demi-heure, un patient à la fois, non, c'est pas sûr qu'il en ait vu plus non plus, parce qu'on garde les gens pendant 1 an ou 2, mais en plus, on peut avoir beaucoup plus de monde dans une journée, puisqu'on travaille sur plusieurs appareils. J'ai un ami qui est optomètre, lui, je suis sûr qu'il a vu 50 000 personnes dans sa carrière, parce qu'il faisait que des bilans d'optométrie. Voilà. Comme tu l'as dit, c'est des rééducations. Des fois, tu as eu des personnes pendant plusieurs années. Ah oui. J'ai souvent des gens pendant plusieurs années. Même si maintenant, on a optimisé et qu'on va beaucoup plus vite.
Mais c'est quand même, on ne peut pas faire un athlète ou un musicien en 3 séances, hein. Donc c'est le même principe. C'est un système d'apprentissage, la méthode où on va revenir à un équilibre perdu. C'est pas 3 séances d'hypnose ou de MDR. C'est pas une thérapie courte. C'est pas une thérapie d'ailleurs. C'est un retour à un équilibre perdu pour retrouver des capacités nerveuses optimales. Et du coup, tu as eu quand même des personnes qui n'ont pas eu de résultats? Alors, ça dépend ce qu'on entend par pas de résultats. Une personne qui vient, qui fait 10 séances, qui s'en va, elle va pas avoir de résultats, mais c'est pas une personne qui a pas eu de résultats, c'est une personne qui est pas restée dans les rails et qui a pas été constante. Le problème, bah tiens, pour revenir au problème de la civilisation actuelle, le premier problème, c'est la constance. Les gens ne sont pas constants. Moi, le premier, hein, et encore, je pense que j'essaye de faire le max, mais souvent, on s'emballe pour quelque chose, mais quand l'émotion redescend, on n'arrive pas à rester dans les rails. Putain, on va papillonner ailleurs, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'emballent, et s'ils n'ont pas des résultats en 3 séances, ils arrêtent. Si je prends tous les gens qui ont été au bout de la méthode, ou même qui en ont fait une bonne partie, il y a toujours des résultats. Pas forcément à chaque fois le symptôme pour lequel ils sont venus va disparaître complètement, parce que des fois, il y a des symptômes qui sont multifactoriels. Où moi, j'ai eu le cas de 3 personnes qui étaient venues pour des migraines. Ça n'a pas marché parce que la migraine ne devait pas du tout avoir de lien avec un dérèglement fonctionnel. Mais 3 fois en 30 ans, hein. Toutes les autres migraines, ça a marché. Par contre, ils ont eu des résultats sur d'autres points, notamment sur le plan émotionnel. Donc, quelqu'un qui a un dérèglement nerveux, qui va au bout, qui fait une bonne partie, aura des changements. Ça, c'est sûr. J'ai une personne, une seule, qui m'a dit, elle avait fait le training à distance, elle a tout fait correctement, elle le faisait pour des problèmes d'anxiété, etc., qui m'a dit que ça n'avait pas changé pour elle à ce niveau-là. Je veux bien la croire, j'ai quand même quelques doutes. Parce que quand tu dis à distance, donc la personne a pris elle a des loué le machines, matériel, c'est voilà. Donc, c'est le seul cas qui, a priori, a fini. Alors, presque fini parce qu'elle n'a pas pu faire le 4e cycle, parce que le 4e cycle, on travaille sur des appareils qu'on ne peut pas louer parce que c'est des appareils un peu trop complexes. Mais elle m'a dit pas avoir eu de résultat sur le plan émotionnel. C'est possible, hein, voilà, mais c'est le seul cas en 30 ans. Bon, on va gentiment conclure. Je voulais te poser encore une question, c'est si tu avais 30 secondes pour inspirer quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du TNS, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Ben, je lui dirais que en passant seulement 1 heure à 1 heure et demie par semaine, elle peut augmenter ses capacités de 50% parce qu'elle a peut-être potentiellement un dérèglement qui lui bouffe 50% de ses capacités. Là, je ne parle même pas de symptômes. Elle a peut-être des symptômes aussi qui lui pourrissent la vie. Et donc, en faisant un petit effort d'1 heure à 1 heure et demie par semaine, bah, ça peut lui transformer sa vie. Donc, ça vaut le coup. Et de manière définitive, sans avoir à raconter son histoire, sans avoir à déballer ce qu'elle n'a pas envie de déballer. Voilà. Comme elle est à la salle de sport, mais au lieu de toucher son physique, ça va toucher son esprit, ses émotions, et puis même son physique d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui changent même physiquement d'aspect, donc en faisant le TNS. Bah écoute, merci Franck pour Avec tout ce plaisir. partage. Et puis on se revoit dans un prochain épisode si ça va pour toi, pour parler plus spécifiquement de certains sujets. Il n'y a aucun problème, ce sera avec plaisir. Super. À bientôt. À bientôt.